Dans le cadre des conférences grand public de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Félix Charon-Ducharme, chargé de cours à l'Université Laval, qui vient nous présenter sa conférence intitulée « Le Dieu laid à la parole laide, Priape, narrateur grotesque des Priapés ». Merci beaucoup, Alexandre. Donc, j'allais me présenter, mais les présentations sont déjà faites. Ce soir, mon but, c'est de vous introduire à un texte qui est un recueil de poésie qui se nomme Les Priapés. Puis, moi, mes recherches doctorales se concentrent plus spécialement sur la littérature latine du début de l'Empire romain, mais surtout sur les textes qui ont été, en quelque sorte, relégués au boulamite parce que trop vulgaires, parce que trop choquants ou trop graphiques. Alors, avec vous ce soir, ce que je veux faire, c'est étudier un recueil de poésie qui est très obscène, très vulgaire, mais plutôt que de vous faire parader dans un cabinet des curiosités ou de vous faire assister à un freak show, si vous voulez, je vais vous faire adopter mon approche, qui est celle d'une approche d'ouverture d'esprit, guidée par la théorie grotesque. Ainsi, on va arriver ensemble à surpasser l'effet premier, qui est celui de la confrontation à l'obscénité. Puis on va comprendre comment ce texte-là s'inscrit dans un courant littéraire, dans une culture particulière, puis finalement va nous donner l'occasion d'être en contact avec une altérité, c'est-à-dire une autre culture. Et pour ce faire, donc, il y a une partie de la présentation qui va être quand même consacrée à une mise en contexte. Donc, tout ça est nécessaire pour que vous ayez les outils à votre disposition pour pas que ce soit seulement des textes choquants et vulgaires qui vous divertissent. Alors, les textes sont choquants et vulgaires. Si vous voulez rire, vous pouvez rire. Si vous voulez être offusqué, vous pouvez être offusqué. C'est de la littérature, c'est de l'art, donc si ça fait réagir, c'est tant mieux. Premièrement, je vais passer en survol rapidement quelques concepts théoriques du grotesque pour que vous soyez à la page. Mais si vous voulez en apprendre davantage, je vous recommande d'aller à ma soutenance, parce que ce sera le sujet principal de la présentation. Ensuite, je vais mettre en contexte le genre littéraire dans lequel les Priapés s'inscrivent. Puis, on va préciser quelques notions culturelles qui encadrent l'usage de la laideur dans la littérature antique et de la méchanceté. Puis enfin, on va survoler les origines mythologiques du dieu Priape, puis un peu définir de quoi les Priapés s'agissent. Le grotesque. Vous avez sûrement déjà entendu l'adjectif grotesque dans un contexte, par exemple, pour décrire un personnage obscène dans la réalité, par exemple Donald Trump. Mais cet adjectif, utilisé dans ce contexte-là, n'est pas la théorie qui est employée ici. C'est-à-dire que la théorie grotesque n'est pas utilisée pour décrire des phénomènes dans la réalité. C'est un système de liens logiques qui nous permettent de mieux comprendre la création artistique et la réception de la création artistique. Donc, ça ne concerne pas la réalité, le grotesque, ça concerne uniquement l'art. C'est très complexe, mais laissez-moi seulement vous présenter deux caractéristiques qui vont guider le reste de la présentation. Dans une image grotesque, donc, une image ici, dans le cadre de la présentation, sera littéraire. Dans une image grotesque, une force, c'est-à-dire l'ensemble des détails qui sont présents dans l'image, vont ramener l'entièreté de la scène au bas corporel. Le bas corporel, c'est la partie du corps humain qui est honteuse, si vous voulez, qui nous fait rendre compte que nous sommes inévitablement un corps de chair qui est dans la réalité historique. Donc, cette expression-là du corps dans la réalité va, dans le cadre d'une image grotesque, complètement détruire toute notion abstraite ou une notion philosophique qui permettrait d'élever des concepts. Il va toujours ramener le texte dans la réalité historique. Le corps grotesque qui est présenté dans cette image-là,
Ce n'est pas le corps qui est, dans notre conception moderne, orchestré par des principes d'anatomie et de médecine, conception qui remonte depuis la Renaissance. C'est un corps qui est folklorique. Dans la modernité, le corps folklorique n'a plus beaucoup de traces, mais dans toutes les traditions culturelles, il existe abondamment. Aujourd'hui, on peut seulement le retrouver dans les insultes de cours d'école. Pardonnez les obscénités que je vais prononcer, mais par exemple, dans « va chier, va te faire foutre, suce-moi », c'est le corps grotesque qui est exprimé. Ce n'est pas un corps anatomique, c'est seulement les extrémités du corps, c'est-à-dire le phallus, et les trous du corps qui expriment ce qui rentre et ce qui sort. Donc, le corps folklorique, le corps grotesque, c'est lui qui est mis en image dans l'image grotesque. Le texte que nous allons étudier ce soir s'inscrit dans le genre de l'épigramme latine. Pourquoi je précise latine? C'est qu'à l'origine, le mot « épigramma » signifie une inscription. C'était donc « épigramma » qui est en grec. C'était donc des inscriptions en prose, puis en vers, que l'on gravait physiquement sur des monuments, des statues, des tombeaux, des trophées pour perpétuer le souvenir d'un héros ou d'un événement. Mais à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, l'épigramme quitte le cadre strict de l'inscription pour prendre la forme d'une petite pièce de poésie sur un sujet quelconque. Ces épigrammes littéraires grecs étaient souvent unitaires et linéaires. Je précise cela parce que ce qui nous intéresse, c'est l'épigramme latine, qui a été mise en forme par l'auteur Martial, auteur du 1er siècle après Jésus-Christ. Martial a introduit une particularité dans la forme de l'épigramme, qui, au lieu d'être une petite pièce unie sur un sujet, devient un poème dont la caractéristique principale est la dualité. Chaque épigramme de Martial est structuré en 2 parties. Une première partie narrative qui expose une situation et une seconde partie qui apporte une conclusion surprenante. Dans la deuxième partie, le dernier vers est fondamental, parce que c'est de la poésie, donc c'est écrit en vers, ligne par ligne. C'est un trait d'esprit ou une pointe incisive et blessante. Le dernier vers joue un rôle crucial car c'est là que se révèle toute la signification du poème. On peut dire que l'épigramme de Martial repose entièrement sur cette chute inattendue qui crée un effet de surprise et donne tout son éclat au poème. Cette dualité introduit une tension dynamique à l'intérieur des 2 parties du poème. Les 2 parties sont donc interdépendantes, mais elles sont subordonnées à la pointe. Tout le poème est construit pour préparer et mettre en valeur ce trait final qui devient souvent le lieu de paradoxes, de contrastes frappants et de jeux de mots. La première partie suscite la curiosité du lecteur et la seconde partie apporte la satisfaction en fournissant une conclusion brillante et souvent ironique. Martial, à travers ses épigrammes, instaure ainsi un régime de lecture particulier. D'ailleurs, les épigrammes étaient souvent lus dans des contextes de banquets, puis traitaient de personnes que tous les gens qui soupaient dans le banquet connaissaient. Et donc, les moqueries, nécessairement, provoquaient le rire de l'assemblée. L'intérêt du lecteur est maintenu jusqu'à la fin, car tout le poème est orienté vers cette révélation finale. Autre caractéristique à souligner, la littérature dans l'Antiquité est plus souvent qu'autrement lue à voix haute, parce que le papier est rare. Donc, la littérature est communiquée aux autres par un lecteur principal. On attend, on anticipe, et tout se joue dans les derniers mots. On va lire ensemble un exemple. Donc, on a ici la première moitié de l'épigramme. Ta Bassa, Bassa étant sa femme, Fabulus met toujours à ses côtés un tout jeune enfant et l'appelle son joujou, son mignon. Dans la deuxième partie, observez comment jusqu'à la toute fin, on ne sait pas de quoi il s'agit. Cela est d'autant plus étrange qu'elle n'aime guère les marmots. Quelle est donc la raison de cette habitude? C'est que Bassa pète à tout instant. Donc, il n'y a pas de manière de comprendre l'épigramme avant d'en venir à la chute finale. Et l'attention est maintenue tout le long. Donc, pour synthétiser, mais je crois que vous avez compris, les caractéristiques essentielles de l'épigramme latine telle que définie par Martial, c'est un poème qui est dédoublé, c'est un poème qui crée une attente et c'est un poème qui se concentre sur un événement unique. Ces règles confèrent à l'épigramme un caractère extrêmement travaillé et réfléchi. Martial mobilise ainsi une stratégie d'écriture qui vise à produire ce piquant ou cette efficacité intellectuelle, ce qu'on appelle en latin « argutia ». Voyons maintenant ensemble quelques
spécificité de la culture antique qui régule la compréhension de la laideur. Pour comprendre la laideur dans l'Antiquité et son usage dans la littérature, il faut comprendre le principe de la physiognomonie. La physiognomonie dans l'Antiquité découle du principe d'adéquation entre le corps, soma en grec, et l'esprit, psyché, toujours en grec. C'est l'étude des signes visibles d'un humain, surtout ceux de son visage, pour deviner son caractère et prédire ses intentions futures. Ainsi, dans les textes physiognomoniques, des dichotomies transparaissent entre des traits de caractère valorisés et dévalorisés, et entre des apparences respectables et d'autres honteuses. Pour cataloguer les archétypes physiognomoniques, les anciens catégorisaient l'expression des émotions, ils étudiaient les corps des étrangers et étudiaient les particularités anatomiques des animaux. Un des animaux qui soit le plus laid et donc des plus méchants est le singe, tel qu'on peut le lire dans l'extrait ici. Le singe est un animal méchant, ridicule et laid. Ceux qui répondent au type de cet animal seront petits, auront les yeux enfoncés, une vilaine barbe, un cou court, de petits yeux, un visage ridé. Ils imiteront les dispositions naturelles des autres, les leurs étant imparfaites. Ce dernier point est à retenir pour la suite. Alors, bien que cette laideur et cette méchanceté soient honteuses et répréhensibles, elles sont paradoxalement source de rire pour les anciens. Si nous poursuivons avec l'exemple du singe, ce qui faisait particulièrement rire les anciens chez les singes était la capacité de ceux-ci à imiter les comportements des humains avant de retrouver leur nature sauvage, brisant ainsi l'illusion de leur humanité et révélant leur ridicule. Une anecdote de l'auteur grec Lucien raconte comment un roi égyptien avait appris à des singes à faire une danse en armes. La danse en armes était, pour les Grecs, une manière de s'entraîner à la coordination dans la guerre. Les primates la réalisèrent à la perfection avant qu'un spectateur leur jette des noix, les menant à abandonner leur rôle humain pour retrouver leur nature simiesque et se jeter sur les noix. Le public de l'histoire, bien entendu, éclate de rire. Peaufinons notre compréhension de ce concept avec un exemple, cette fois tiré d'un personnage de l'Iliade d'Homère, Thersites, comparé par Platon, d'ailleurs, à un singe. Chez Platon, en effet, les âmes des héros, une fois arrivés en enfer, selon les principes de physiognomonie, prennent l'apparence des animaux qui reflètent leur caractère. Ainsi, on lit que l'âme d'Ajax prend la forme d'un lion, celle d'Agamemnon d'un aigle, puis il écrit « Arrivé au terme du choix, il vit l'âme de ce bouffon de Thersites, prenant la forme d'un singe. » Voyons brièvement qui est ce Thersites. Dans la guerre de Troie, qui est relatée dans l'Iliade d'Homère, au chant 1, il y a la colère d'Achille. Achille, puisqu'il est un héros, puisqu'il a une généalogie noble, il est en mesure, dans sa colère, de se mettre au même niveau que le roi, puis de le quereller. Au chant 2, par contre, lors d'une toute autre situation que je n'ai pas le temps de résumer, Thersites, qui sort de nulle part, se met à haranguer Achille, Ulysse et le roi. Et voyons ensemble comment il est décrit. Thersites seul persiste à piailler sans mesure. Son cœur connaît des mots malséants à foison. Et pour s'en prendre au roi, à tort et à travers, tout lui est bon, pourvu qu'il pense à faire rire les Argiens. C'est l'homme le plus laid qui soit venu sous les lions. Bancroche et boiteux d'un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s'étale un poil rare. Il fait horreur surtout à Achille et Ulysse qu'il querelle sans répit. Thersites essaie de se prendre pour un héros, mais il n'a ni historique héroïque, ni ascendance noble. Cela le place conséquemment dans la catégorie des non-héros. Cependant, à l'instar des singes de l'anecdote précédente, lorsqu'il prend la parole en opposition à tous, il parvient brièvement à entretenir l'illusion d'une communication sur un pied d'égalité avec ses pairs. En réalité, son discours aurait été crédible et pris au sérieux par les autres s'il avait été un homologue d'Achille ou d'Ulysse. L'apogée de la situation, comme dans l'anecdote des singes, arrive lorsque Ulysse, pour mettre fin à tout ça, arrache le sceptre d'Agamemnon, puis on lit « Ulysse dit, et de son sceptre, il le frappe au dos, aux épaules, l'autre ploie l'échine et de grosses larmes coulent de ses yeux.
Une bosse sanguinolente a sailli sur son dos au choc du sceptre d'or. Il s'assit, pris de peur, et sous la souffrance, le regard éperdu, il essuie ses larmes. Et malgré tout leur déplaisir, les autres à le voir ont un rire content. L'apogée donc survient lorsque Ulysse le frappe de son sceptre, du sceptre d'Agamemnon, dans le dos, provoquant son effondrement en larmes, ce qui rompt l'illusion et ramène à son rôle initial. Bien qu'il ait momentanément revêtu l'apparence d'un héros pendant cette brève période de gloire, cette humiliation le renvoie à son statut de non-héros. Le parallèle entre le singe et Thersites est donc complet, car dans l'Antiquité, les deux étaient proverbialement considérés comme laids et habiles dans leur tentative d'imitation, ce qui les rendait sujets à la moquerie lorsque l'illusion s'effondrait. L'analyse de la physiognomonie antique nous offre ainsi la possibilité de nuancer la signification de la laideur attribuée à Priape, et nous y venons, notre personnage. Cette perspective permet de comprendre que le lien intrinsèque entre l'apparence et le caractère impliquait qu'une personne laide soit perçue comme imparfaite à la fois physiquement et moralement. Par conséquent, ne pouvant pas changer son apparence, les singes tentaient d'imiter les guerriers, Thersites tentait d'imiter les héros, et Priape, nous le verrons, tente d'imiter les dieux olympiens. Au grand malheur de ces personnages affligés par la laideur, la supercherie ne peut jamais perdurer. L'effigie ridicule de Priape, nous allons le voir, tente tout au long de manifester son autorité divine, sa capacité de performer sexuellement et son agentivité en tant que gardien potager. Mais, en vain, il se retrouve toujours frustré, humilié et source de rire moqueur des lecteurs et visiteurs de son jardin. Il est méchant, obscène et violent. Venons justement à lui. Du point de vue mythologique, le dieu Priape a un premier paradoxe, c'est d'être le dieu le plus laid, tout en étant le fils d'Aphrodite et de Zeus. Cette laideur, comme sans surprise, est le résultat de la jalousie d'Héra, qui, après avoir corrompu l'enfant en gestation, le rendit intolérable aux yeux de sa mère. Elle craignait en effet que l'enfant ne surpassât en beauté tous les autres enfants de Zeus. Aphrodite, ne supportant pas la honte de cet enfant difforme, le jeta sur une montagne. Le rejeton est dès lors trouvé et élevé par un berger qui considère son dimorphisme comme un signe de fertilité pour son troupeau. Ainsi, le dieu Priape est le narrateur du recueil de poésie que je vous présente aujourd'hui, les Priapées. Voyons par contre la forme sous laquelle Priape se présente. Et allons voir du côté d'Horace. Je vais lire l'extrait ici un peu. Donc ça, c'est le premier extrait des Priapées qui introduit le thème justement d'un Priape rustique qui met en garde les gens de la ville de mettre de côté leurs bonnes mœurs parce que lui il va s'exprimer selon les codes de la campagne et de la rusticité. Donc, toi qui vas lire les folâtries osées de ces vers peu scolaires, laisse aux gens du Latium, c'est la région autour de Rome, leur froncement de sourcils. Ce n'est pas la sœur de Phébus, Artémis, une déesse caractérisée par sa virginité, ce qui habite notre petit temple. Ce n'est pas Vesta, une autre déesse caractérisée par sa virginité, ni non plus la déesse qui est née du cerveau de son père, Athéna, même chose. C'est le rouge gardien des jardins, pourvu d'un membre hors norme et dont aucun vêtement ne tient couvert le bas-ventre. Donc, soit tire la tunique sur les parties à couvrir, soit avec les yeux dont tu les fixes, lis-moi. Ce Priape, donc, n'est pas le Priape qui marche parmi les hommes. C'est un Priape de bois, sculpté grossièrement par un paysan, planté dans le coin d'un jardin. Voyons ici Horace qui donne la parole à Priape. « J'étais autrefois un tronc de figuier, bois sans valeur, lorsqu'un artisan, ne sachant ce qu'il allait faire de moi, un tabouret ou un Priape, se décida pour le Dieu. Je suis Dieu depuis lors et grand épouvantail pour les voleurs et pour les oiseaux. Les voleurs, mon bras droit les écarte, parce que dans son bras droit, Priape tient une serpe, instrument d'agriculteur. Plus de paysans dans l'Antiquité, les agriculteurs sont un peu modernes. Et aussi le poteau rouge qui se dresse partant de mon haine indécente. Bien que d'autres témoignages littéraires et archéologiques nous donnent à voir des représentations du dieu dans des matières plus nobles, c'est le bois qui est le matériau principal de ces effigies dans la littérature et l'expression sculpturale est grossière. Le bois est le plus souvent dans la littérature celui du figuier, que l'on travaille facilement et dont le fruit est associé à la fécondité et la sexualité. Voyons maintenant comment
ce Priape de bois va essayer d'imposer son autorité aux gens qui se présentent dans son jardin. Je vais donc, dans les premiers extraits, vous emmener à comprendre comment Priape lui-même va caractériser sa propre laideur et sa propre forme grossière. Tout Priape de bois que je suis, comme tu vois, et serpe de bois et pénis de bois. Je te prendrai pourtant, et quand je t'aurai prise, je te tiendrai, et pour ne pas te mentir, toute grande qu'elle est, plus bandée qu'une catapulte ou une cithare, je te l'enfoncerai entière jusqu'à la 7e côte. Ce qu'il faut voir dans cet extrait-là, c'est le contraste entre le fait que son membre, par lequel il fait une menace aussi outrancière, est ridicule parce que c'est un membre en bois. Et donc, ça désamorce les menaces ultra-violentes qu'il prononce. Tandis qu'il rehausse son autorité en soulignant les tortures qu'il réserve aux voleurs, il dégrade constamment, vous allez le voir, son image en insistant sur sa matérialité ligneuse. Le dieu lubrique affiche un phallus en érection dont il est incapable de se servir, nous allons le voir, car pétrifié à jamais. Venons-en à la menace elle-même, dont la nature est ici grotesque. La taille disproportionnée de son membre est exprimée par le corps de sa victime. Qui le verra s'introduire jusqu'à la 7e côte, broyant, peut-on penser, tous les organes internes? Cette menace demande donc du lecteur qu'il conçoive le corps humain comme élastique, transformable et somme toute imaginaire. À l'inverse de l'hyperréalisme des blessures épiques, la blessure priapique est celle d'un dieu harangueur, prononçant des menaces enflées que l'on croirait sorties de la bouche d'un vaurien impubère dans une cour d'école. Continuons à préciser comment le narrateur raffine la honte qu'entraîne son apparence. « Pourquoi ris-tu, fille, on ne peut plus stupide? Ce n'est pas Praxitèle qui m'a fait Niskopas, et je n'ai pas été poli par la main de Phidias. Non, c'est un paysan qui a dégrossi une pièce de bois et qui a dit « Toi, tu seras Priape. Pourtant, tu m'examines et ne cesses de rire. Il est piquant pour toi, assurément, de voir la colonne qui se dresse sur mon bas-ventre. » Ici, au début de l'extrait, insulissima, qui veut dire très stupide, n'est pas tant pour insulter la jeune fille que pour montrer au tout début que Priape est irrité qu'on rit de lui. Mais ce rire, en fait, est un rire priapique, puisqu'il doit être compris dans un contexte pornographique. Le rire exprime à la fois la gêne et l'attirance à l'égard d'objets, de scènes ou de pratiques communément perçues comme vulgaires et obscènes, voire dégradantes. Mais il implique aussi la perception d'une énergie vitale, d'une force de vie associée à l'acte sexuel. Ce qui est surprenant ici aussi, c'est que dans le contexte où Priape s'adresse à nous à la première personne, il va sortir de ce rôle pour donner la parole à un paysan et devenir l'objet de la phrase du paysan. Puis, ensuite, ce qu'on doit noter, c'est que tout ça, en fait, est une excuse pour présenter son membre qu'il compare à une caractéristique architecturale, une colonne. Donc, le narrateur met en scène une situation où il est en proie au ridicule, mais c'est en même temps pour relever l'excitation que provoque la vue de son membre, dont il prend le soin de comparer à un objet architectural, comme je l'ai dit. Il y a donc un double jeu, un jeu évident d'autodégradation, tout en affichant une fierté fanfaronne bien particulière. Allons-y d'un exemple un peu plus complexe. C'est trop peu que, dès le moment où j'ai ici posé mes pas, alors que la terre se crevasse sous l'effet de la canicule, nous endurions un été desséchant, trop peu que les pluies nous trempent jusqu'à la moelle, que les grêlons tombent sur notre chevelure, que notre barbe se raidisse figée par la dureté du gel, trop peu que, passant le jour à travailler, je traîne sans sommeil une nuit pareille au jour. Ajoute que des mains campagnardes m'ont grossièrement façonné, objet d'effroi avec mon bâton, et que, divinité du dernier rang parmi tous les dieux, on me désigne comme gardien ligneux des courges. Cet épigramme débute dans un style imposant d'orateur pour se mettre en scène comme un gardien de courges exposé à tous les intempéries. C'est un Priape nu exposé aux éléments qui est indigné par sa condition. Mais tout va changer lorsqu'il arrive à la caractérisation, encore une fois, de son phallus par un attribut architectural, pyramide. S'ajoute à cela, marque affichée d'impudeur, la pyramide qui tend un air libidineux. Jusqu'à maintenant, c'est une complexification de l'épigramme précédent qu'on a vu.
Mais l'introduction de cette pyramide le fait en quelque sorte diverger, puis ça brise son élan rhétorique et entraîne un changement de plan pour passer à la description d'une scène scabreuse. Une belle, j'allais dire son nom, a l'habitude de s'en approcher avec son baiser. Après autant de postures qu'en décrit Philanéis et après en avoir entraîné de nouvelles, elle repart toute chatouillée. Cette retenue de dire le nom est surprenante, mais ironique, comme s'il voulait protéger la réputation de la jeune fille. Cela a l'effet de le placer plutôt dans un contexte historique, en interaction avec des personnes tangibles. Philanéis, qui est ici évoqué, fait référence à un recueil d'écrits pornographiques qui est aujourd'hui perdu. Dans cet épigramme, donc, le contexte rhétorique pathétique du début est à la fois une façon de se décrire comme une sorte de clown triste sous la pluie, avec la barbe gelée, de rappeler sa matérialité de bois encore une fois, mais surtout une autre occasion de parler de la taille de son membre et de se vanter en quelque sorte d'avoir pris part à une anecdote scabreuse, dans laquelle le dieu, cette fois, n'est pas dans un contexte de menace sexuelle, mais plutôt dans un contexte érotique passif. Revenons un moment justement aux menaces du dieu pour maintenant comprendre la laideur de sa parole. Les menaces du dieu se déclinent en 3 types. Et pour les comprendre, on doit expliquer brièvement les conceptions de la sexualité selon les Romains. Donc, on doit comprendre que ça se décline de 2 côtés. Dans la réalité, bien entendu, les Romains avaient une sexualité qui était dictée par leurs préférences et ils l'avaient dans le but d'avoir du plaisir. Mais dans les conceptions morales romaines, qui sont tout le temps ultra-masculinistes, la sexualité n'est pas définie comme aujourd'hui selon l'hétérosexualité ou l'homosexualité. Elle est définie uniquement par celui qui pénètre et celui qui est pénétré. Et donc, dans la conception romaine, l'homme doit toujours être celui qui est en train de pénétrer. Et donc, d'être un pénétrant dans le contexte d'une menace priapique, c'est d'être humilié. Et ces humiliations-là s'organisent autour de la tripornéia, c'est-à-dire des 3 orifices qui peuvent être pénétrés, qu'il décrit ici. « J'avertis, garçon, tu vas te faire embrocher. Jeune fille, tu vas te faire foutre. Au voleur barbu est réservé le 3e châtiment. » Alors, ce 3e châtiment-là, qui est le pire, est l'irumatio. C'est l'acte actif de pénétrer la bouche de quelqu'un. Les 2 autres châtiments sont nommés, mais celui-ci est tellement explicite et obscène qu'il n'est même pas nommé dans le recueil des Priapés. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, dans la perspective grotesque, c'est que tout ce qui intéresse dans ces menaces ramenées à l'espace de 2 vers chacune, c'est la relation entre les trous et le phallus. Donc, le corps, encore une fois, comme dans les insultes que je vous ai présentées tantôt, est seulement résumé à l'interaction du phallus et des trous. Si une femme, un homme ou un gamin me vole, que la première me donne sa vulve, lui sa tête, l'autre ses fesses. Donc, ça résume un peu l'ensemble des menaces de Priape et pourquoi sa parole est laide. Voyons maintenant comment ces punitions se déclinent pour rendre la parole du Dieu aussi honteuse que son apparence. Attention de ne pas être pris. Une fois pris, ce n'est pas d'un bâton que je te malmènerai. Je ne t'infligerai pas de cruelles blessures par ma faux recourbée. Traversé par mon pieu d'un pied, tu seras écartelé au point de penser que ton cul n'avait jamais été plissé. Le début du poème est formé dans une volonté vaine du Dieu de faire valoir sa gravité. Sa recherche d'autorité outrancière est appuyée par un vocabulaire qui verse ensuite dans le registre épique. Faux recourbé, cruelle blessure. Ici, et puis, ensuite, il caractérise cette fois-ci son phallus non pas avec un élément architectural, mais avec un élément tiré du registre militaire, l'épieu, contus. Une pique de cavalerie longue et pesante qui met l'accent sur la capacité pénétrante du membre priapique. Culus est obscène et ruga, pour décrire la texture, est très inusité et très explicite pour mettre en image l'empalement. Ici, encore une fois, c'est la pénétration exacerbée qui présente l'interaction corporelle entre le petit Dieu et sa victime inexistante. Ces descriptions graphiques correspondent totalement à l'anatomie grotesque, qui ne considère que les limites du corps, pénis et anus. La force fantasmée du Dieu est exprimée par sa capacité à transformer ces zones limitrophes par leur interaction commune. Le divin membre de ce démon pastoral est un outil punitif qui adapte le corps humain à des dimensions surnaturelles.
Cette logique grotesque atteint son paroxysme dans le poème suivant. Tant que tu ne cueilles rien de ce que j'ai d'une main effrontée, il te sera permis d'être plus pudique qu'une Vesta elle-même. Sinon, les armes de mon ventre t'élargiront tellement que tu pourras toi-même sortir par ton cul. Dans ce cadre, la première partie ici annonce une condition légale. Tant que tu ne cueilles rien, il te sera permis de... Et donc, on pourrait inscrire cet épigramme dans une sorte de loi priapéenne. Et donc, la première partie légale contraste stylistiquement et tonalement avec la deuxième moitié, la conséquence prévue d'une obscénité sans pareille. Ce contraste est renforcé par l'introduction du thème de la virginité des Vestales. Encore une fois, le lexique militaire est utilisé pour parler de son membre, arma ventris, les armes de son ventre, où le ventre désigne le bas-ventre ici. La transformation corporelle est ici exacerbée à son plein potentiel littéraire. L'élasticité du corps prévue par Priape dépasse la simple pénétration. Par la métamorphose résultant de la pédicatio, Priape entrevoit que la victime puisse elle-même entrer dans le trou béant qu'il a créé. La logique anatomique n'a aucune importance. L'image grotesque privilégie l'étirement des corps dans l'espace pour leur permettre d'interagir à leurs limites. Après avoir subi le supplice priapique, le corps entier de la voleuse de fruits devient un phallus pouvant pénétrer son propre orifice anal. Inversement, son anus devient une bouche béante capable de s'avaler soi-même. Cette image cyclique est exemplaire pour comprendre le principe de dégradation et de renouvellement grotesque. Le corps est dégradé, mais renouvelé dans un sens et une fonction nouvelle. Le contexte potager est mis plus en évidence que dans les exemples précédents. La première partie de la Lex Priapera rend évident le fait que le crime dont Priape est juge, jury et bourreau est celui de la cueillette de fruits de la parcelle qu'il garde. Cela précise le lien qui unit un paysan qui l'a taillé au paysan qui l'a taillé. Il n'est en quelque sorte que l'aboutissant antique de l'épouvantail, repoussant cette fois des humains plutôt que des oiseaux. Dans les deux cas, le dispositif semble assez inopérant, car l'épouvantail devient rapidement le perchoir des oiseaux, les plus futés, et le petit Priape de bois semble incapable d'attraper qui que ce soit. L'épigramme 23 appartient au sous-groupe que l'on nomme le cycle des malédictions. Plutôt que de punir les voleurs par la tripornéa, Priape les menace de la condamnation du registre magique. Quiconque viendra cueillir ici une rose ou une violette, un légume clandestin ou un fruit impayé, je prie qu'à en rompre, privé de femme ou d'enfant, il reste bandé de cette érection, comme vous me voyez, et qu'en vain de sa bite, il se frappe le nombril. Ces épigrammes débutent elles aussi par une tonalité juridique au début de l'énoncé. Ici, la structure présente deux groupes de 3 vers. Ce cycle de malédiction indique au lecteur que Priape, dans l'impossibilité de mener à terme le fondement de ses menaces, se voit contraint à un priapisme éternel. Ne pouvant relâcher le membre dont il est affublé, il recourt finalement à des menaces magiques dont l'aboutissement serait d'être à son image. Cette érection figée est empreinte de frustration, mais n'empêche pas Priape de s'afficher glorieusement par son attribut. Sa persona ne tient qu'à cette mantule rigide. L'utilisation du verbe graphique rompere pour parler de l'érection, donc bander à en rompre, est utilisée pour rendre la description du symptôme médical outrageante. Dans l'image finale, obscène et grotesque, le lexème militaire pulsare, donc se frapper, a été utilisé pour montrer une verge frappant à un coup redoublé le nombril de la victime maudite. Le dieu malfaiteur invoque une malédiction qui transforme corporellement la victime à son image. Plus encore, Priape, conscient de son processus d'autodégradation grotesque, dans tous les poèmes priapiques, inflige cette même réduction imaginaire à sa victime, la condamnant à l'acte ridicule de se flageller le nombril avec son membre figé. Dans cette image, le phallus, incapable de rejoindre la limite corporelle grotesque la plus proche, ne peut que tenter d'interagir avec le nombril, un trou scellé et infertile. L'image, elle, est riche, car elle montre l'homme maudit, condamné à une infertilité déplorable, tenter de se rendre fertile par lui-même grâce à une autoflagellation obscène. Dans l'épigramme suivant, on poursuit la même thématique d'immobilisation, mais Priape, cette fois, est seul maudit. Il n'a personne à punir. Puis il débute l'épigramme par une variation sur l'âge d'or priapique. Puis ensuite, il y a un exposé rhétorique en 3 temps. Donc,
D'abord, il va parler du bon vieux temps, d'un certain âge d'or qu'il imagine, des frustrations, puis des conséquences. Les Priapes d'autrefois avaient les naïades et les dryades, qui sont des nymphes, donc des divinités mineures de la nature, et qui sont souvent utilisées dans la mythologie, montrées dans la mythologie comme partenaires sexuels des divinités mineures masculines et des divinités masculines. Et tendu, la veine du dieu trouvait où pénétrer. Aujourd'hui, on est à ce point sans rien, ma libido est à ce point à son comble que j'en viens à croire que toutes les nymphes ont disparu. La chose est sans doute vilaine, mais pour ne pas crever de bandaison, je vais libérer ma main de ma faux et ma main me servira d'ami. Alors, ici, on est moins dans un contexte choquant qu'ironique. La finale permet de quitter le registre de l'amoureux élégiaque plaintif, donc qui tout le long se plaint, et de terminer l'image sur une note pittoresque ironique. Donc, ici, on commence à entrevoir une des caractéristiques du narrateur qui est celui d'être un peu fanfaron, c'est-à-dire de s'auto-dégrader, mais toujours dans le but d'avoir une pointe de fierté. Donc, ici, ce serait de se vanter de ses exploits sexuels du passé, puis de parler une fois de plus de son phallus. C'est la même chose dans l'extrait suivant qui présente encore Priape immobilisé. Un pauvre fermier m'a joué un mauvais tour. M'ayant fait l'offrande du gâteau rituel et après avoir répandu la farine, donc la farine était souvent donnée aux dieux mélangée avec du sel comme offrande, alors qu'une partie de l'offrande avait été déposée sur mon bas-ventre, il partit sans attendre. Dès les rites accomplis, la chienne d'un voisin arriva immédiatement, flairant, je pense, le fumet, et ayant dévoré tout ce qui avait été offert à ma queue, m'honora toute la nuit en me suçant. Pour vous, n'allez plus rien déposer en ce lieu de peur qu'une meute de chiens faméliques n'entreprenne de venir jusqu'à moi et que pendant que vous rendez hommage à moi-même, à ma divinité, vous n'ayez vos molosses en train de me sucer. Donc ici, le contraste évoqué est un peu celui du bouffon roi carnavalesque. Le bouffon roi carnavalesque est une notion propre au Moyen Âge, mais qui peut nous aider à comprendre ce que Priape est en train de faire. Au Moyen Âge, dans le cadre du carnaval, on pouvait élire le temps de ce carnaval-là un bouffon qui était symboliquement un roi, qu'on pouvait insulter tout le long du carnaval. Puis, donc c'était un peu pour relâcher la pression que les gens avaient envers leurs dirigeants. Puis, à la fin du carnaval, on le mettait symboliquement à mort. Priape incarne un peu ce bouffon roi carnavalesque dans ses extraits. Et ici, ce qui est surprenant, c'est que dans son auto-parodie, il va même renoncer au fait d'être une divinité à laquelle on offre des offrandes. Donc, il va dire « Arrêtez de me donner des offrandes, je ne peux plus le supporter ». Donc ça renforce encore une fois son côté fanfaron, tête en l'air et ridicule. Donc l'immobilisation du dieu, encore une fois, est un prétexte pour présenter une scène burlesque où un acte religieux est perverti par une chienne. Ici, on continue dans la même direction. Vous échauffez atrocement ma mille en maintenant une épaisse clôture qui empêche les voleurs de venir jusqu'ici. C'est faire tort en voulant bien faire. C'est ne pas laisser les oiseaux aller jusqu'à l'oiseleur. La voie est obstruée, interdisant que le fautif paye en se faisant culbuter et mettre les fesses à mal. Moi donc qui naguère, encore et encore, était habitué à fendre le péteux des voleurs, je reste désœuvré, des jours et des nuits entières. J'en viens à être puni, et cela dépasse la mesure. Je tombe à poussière, et lubrique autrefois, je passe d'aujourd'hui, qui le crut, ma vie dans la continence, comme un soprano castré. Mais vous, pour m'éviter une décrépitude sénile mortelle, je vous en prie, laissez là votre zèle et ne mettez pas à Priape une ceinture de chasteté. Donc, dans la même perspective où, dans l'épigramme précédent, Priape renonce au fait d'être une divinité pour mettre de l'avant sa personnalité de fanfaron, ici, après avoir menacé des conséquences les plus violentes des gens pour ne pas voler des légumes dans son jardin, va finalement avouer qu'il voudrait que les clôtures soient enlevées autour du jardin pour que les gens viennent voler dans son jardin pour qu'ils puissent avoir satisfaction sexuelle. Donc, il déconstruit tout son caractère finalement divin et sérieux, puis
pour finalement construire sa personnalité de fanfaron qui lui est propre. Ici, la structure est celle d'un topos qui est propre à la poésie élégiaque grecque et romaine, qui est celui du suppliant à la porte de sa bien-aimée. C'est le paraklosityrone. Paraklaio, qui veut dire pleurer auprès d'eux, et Tura, qui veut dire la porte. C'est donc un suppliant qui se lamente devant une porte fermée, close, derrière laquelle se trouve la femme qu'il désire. Donc, ce prétexte élégiaque-là est réutilisé par Priape, encore une fois, pour tomber dans le ridicule. On a donc une perte de crédibilité du dieu, puis, dans le dernier épigramme qu'on va voir, il va complètement déconstruire sa personnalité en renonçant finalement à son phallus. Il va commencer par un appel au témoin et un appel au secours. « À moi, citoyen, car jusqu'où ira-t-on? Soit trancher le membre séminal qui épuise au long de mes nuits des voisines constamment en chaleur, plus salaces que des moineaux au printemps. Soit je crèverai et vous n'aurez plus Priape. Vous constatez par vous-même comme je suis vidé, achevé, maigre, jaunâtre, moi qui autrefois rouge et vigoureux, ne cessais pas d'embrocher les voleurs, pour vigoureux qu'ils fussent. Mes flancs m'ont trahi, et pauvre de moi, je crache en toussant une salive inquiétante. » Cet épigramme ramène la notion historique, c'est-à-dire que Priape construit sa propre histoire, comme on l'a vu, qui avait à la base un âge d'or, et maintenant c'est la fin de sa vie, il est vieux, il n'a plus envie de continuer ses exploits, et il veut qu'on lui tranche le phallus. Elle rappelle une fois pour toutes également la notion d'impuissance du soldat fanfaron. Et donc, dans cet énoncé ironique, il en profite au passage surtout pour noter l'excitation sexuelle qu'il provoque autour de lui et ses exploits antérieurs. L'idole agreste nous apprend tout sur la laideur romaine. La laideur du dieu, c'est-à-dire l'exhibition sans pudeur de sa turgescence paralysée, est analogue à sa parole, honteuse et indécente. La vue reflète le caractère et inversement. Il montre ce qu'il faut cacher et il dit ce qu'il faut taire, mais tout cela dans le but de faire rire le lecteur. Il ne faut pas négliger son caractère festif et populaire. Le lait ne peut être dissimulé que temporairement, et c'est la chute de ce voile qui est pour les anciens un plaisir à contempler et qui constitue une source de rire. Ce voile, nous l'avons vu, est la construction constante dans les épigrammes qui oppose lexique et formule de haut registre avant de basculer dans l'obscénité la plus ostentatoire. Le tout est piqué d'un lexique vulgaire et amusant. Les références militaires, omniprésentes dans le corpus des Priapés, étaient pour les Romains source de comique lorsqu'appliquées sémantiquement au registre sexuel et ajoutent à la sémantique de Priape celle du soldat fanfaron. En latin, Miles Gloriosus, qui est un autre personnage lubrique qui se vante d'exploits inaccomplis. Le soldat fanfaron est un personnage du théâtre comique, grec et latin, et tout comme Priape, il exhibe un uniforme ostentatoire et des armes impressionnantes avant d'être humilié quand on lui les retire. Il fait usage de terminologie militaire, d'agressivité verbale et de menaces outrancières. Il adopte un comportement exhibitionniste et il est lâche. Ainsi, la subversion priapique est un rire grotesque glorieux purement romain. Qu'en est-il du corps du dieu et de l'absurdité de ses menaces? Son bavardage est aussi important que son impuissance. Ainsi peut-il menacer incessamment les passants d'une pénétration guerrière, violente et grotesque. Il est clair pour le lecteur que ses actions vengeresses n'ont jamais lieu. Son membre rigide et figé, aussi gargantuesque soit-il, n'entre en interaction avec d'autres corps que dans la parole ou tout au plus dans une interaction passive. Peut-on vraiment parler dès lors d'une image grotesque? Priape est-il grotesque? Ce que nous observons dans ces poèmes licencieux est la propension du membre priapique à s'attaquer directement au lecteur. Cette apostrophe constamment énoncée à la deuxième personne du singulier renvoie à l'origine épigraphique des priapés grecs inscrites sous la statue du dieu. Dans cette perspective, même le lecteur moderne aura l'impression d'être nargué par le rejeton d'Aphrodite.
L'interaction grotesque, je pense, a donc l'originalité d'avoir lieu entre le narrateur qui s'adresse à la première personne directement au lecteur, désigné par la deuxième personne du singulier. L'hyperbole dont use Priape dans son autodescription aurait pour effet de faire en quelque sorte sortir son membre du texte et d'atteindre directement son lectorat. Dans ce processus, comme nous l'avons énoncé, Priape se ridiculise lui-même, car il est aussi bavard qu'impuissant. La fertilité de l'image grotesque du corpus des Priapés réside dans son interaction littéraire avec son public nargué, insulté et menacé des pires obscénités. Cette interprétation est étayée par l'examen des réalités antiques concernant la lecture. En effet, la lecture est décrite comme un acte physiologique qui établit une connexion étroite entre le lecteur et le texte. La relation se construit d'abord par le toucher, impliquant les gestes physiques nécessaires à la lecture, puis par l'engagement des différents organes sensoriels du lecteur lors de la lecture à haute voix ou silencieuse. Il en résulte que la lecture était considérée comme un exercice physique indispensable par les Romains. Les effets de cette pratique se manifestent du mental au physique et avaient les bienfaits sur l'hygiène corporelle du lecteur, comme le mentionne Plutarque, qui parle plus précisément de l'exercice de la voix, qui écrit « L'exercice de la voix élève la température du corps, éclaircit le sang, nettoie chaque veine, ouvre chaque artère, empêche qu'il y ait condensation et solidification d'humeurs superflues, formant dépôt dans les vaisseaux qui reçoivent et transforment la nourriture. » En conséquence, certaines lectures étaient recommandées, tandis que d'autres étaient prescrites. Par exemple, certaines lectures étaient recommandées et d'autres à éviter. Par exemple, les lectures de Caton avaient tendance à dessécher la peau et à la rendre rugueuse comme de la pierre, à ce que prétend Quintilien, tandis que des lectures trop légères portaient un ramollissement du corps, comme le mentionne Horace. Compte tenu des analyses que j'ai effectuées dans ma thèse portant sur d'autres textes, qui utilisent largement des métaphores digestives et alimentaires pour aborder la lecture, il est évident que l'interaction entre le texte et le lecteur était perçue comme un acte profondément intime et fondamentalement corporel pour les Romains. Cette compréhension générale nous conduit à penser que les Priapés entretinrent une relation grotesque métatextuelle avec les lecteurs, souillés par la laideur du Dieu qui ne cherche qu'à étendre les limites de sa forme turgescente à leurs orifices, pour atteindre leur corps et leur âme. Ce rapport entretenu avec le lecteur se produit bien que Priape soit immobile, car c'est sa parole qui est pour lui jouissive. La laideur de son corps passif trouve sa réelle force subversive et active dans sa parole, transgressant ses lecteurs. Sa parole laide et pénétrante fait de Priape un pédicator, fututor et irrumator, un marginal de la culture civilisée du corps. Ainsi, Priape lui-même n'est grotesque que par la parole qu'il génère dans ce cadre poétique, et à la grande surprise des lecteurs, eux-mêmes deviennent les objets grotesques de ces images. Car bien entendu, Priape est humilié, mais ce sont les lecteurs qui sont dégradés par le contact avec la parole honteuse qui les transforme en corps grotesques, dilatés et informes. Merci de votre attention.